ceux qui peuvent immortaliser les... Eh bien, c'est acté. Tout ce qui a été dit sera fait. Et peut-être plus. Nous allons demander au Dr Joyce de signer. Dr Joyce Otto, qui est le témoin de cette signature, avec nous tous ici présents. Ça se fait en 3 exemplaires. Aïcha Sangaré pour le PMN, Prési Marie-Thérèse Bois pour la FIP et le Dr Joyce Otto. Le 6 septembre 2018, des femmes leaders du continent africain et de la diaspora ont uni leurs forces en signant une convention pour un partenariat. Il s'agit de la FIP, Africa Femmes Initiative Positive International, présidée par Marie-Thérèse Bois Nguessan et l'école professionnelle de la médiation et de la négociation dirigée par Aïcha Sangaré. Une signature qui s'est déroulée en présence de Dr Joyce Otto, présidente de la Women Business Chamber, une figure du leadership féminin. Ce mariage devrait permettre à ces femmes leaders visionnaires de se doter de meilleurs outils pour réussir les nombreux défis qu'elles se sont fixés et qui ont pour nom l'éducation des jeunes filles, le développement de l'entrepreneuriat féminin, la promotion du genre féminin, afin de co-construire, de créer des synergies partenariales au service des femmes et pour les femmes. Retour sur cette journée historique, marquée par de nombreux échanges et la signature de la Convention. Il s'agit d'apporter un nouveau langage, un nouveau comportement, de nouvelles mœurs en fait. À l'heure où les hommes en fait en Afrique se battent, se sont jetés sur les chefs d'État, hélas, qui ne sont que de grands managers. Les femmes africaines, dont ivoiriennes, décident-elles enfin de drainer cette mouvance expansionnelle. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'elle nous propose dans ce AFIP nouveau, dans cette activité? Quelle est ta vision? Comme on dit, le bureau au niveau international a changé et on avait besoin donc de reparcourir ensemble pour celles qui ne connaissaient pas et pour celles qui connaissaient mais qui vont, comment je vais dire ça, avoir une nouvelle perspective de notre plan d'action. Donc pour parler de l'AFIP, je vais vous prendre quelques minutes pour présenter l'AFIP, expliquer un peu pourquoi un engagement à une action de promotion de la femme en Afrique, quelles sont nos missions, quelles sont nos valeurs, quelles sont les actions qu'on a réalisées jusque-là et quels sont nos objectifs pour 2018-2019. Donc au niveau de l'AFIP, ce qu'on dirait, c'est que AFIP, c'est donc Africa Femmes Initiative Positive. C'est un réseau international pour la promotion et la valorisation des talents féminins africains. Et nous ambitionnons en tout cas d'œuvrer à la promotion de cette femme africaine-là, au développement de l'entrepreneuriat et beaucoup de choses qu'on ne fait pas souvent, la détection et la mise en lumière des compétences, parce que même quand elles savent faire des choses, elles préfèrent être très discrètes, donc on ne les voit pas, alors qu'elles ont beaucoup de choses positives qu'elles font. Et l'AFIP a été créée à l'initiative de Madame Désirée Djoman en 2012. Elle est aujourd'hui présidente du conseil d'administration et les activités ont effectivement démarré en 2016 quand elle a bien cerné, on dira ainsi, l'angle par lequel elle voulait attaquer le marché. Donc notre cœur de cible, ce sont les femmes africaines de plus de 18 ans, toutes catégories socio-professionnelles confondues, vivant en Afrique mais aussi à la diaspora et désireuses de s'affirmer dans leur domaine d'activité respectif et souhaitant participer à la valorisation des femmes africaines par des actions concrètes. Je vous passe les cibles secondaires qui regroupent un peu tout le monde et toutes les personnalités, organisations ou privées qui souhaiteraient accompagner donc cette promotion du genre féminin. Donc voilà la présidente fondatrice, la présidente du conseil d'administration et fondatrice de l'AFIP. Et au jour d'aujourd'hui, comme Marie-Jeanne le disait, nous avons
comme organisation l'AFIP International, qui est, on va dire, plutôt un bureau de coordination et qui encadre donc pour l'instant 3 continents. Donc on a l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Au niveau de l'Afrique, par ordre j'ai failli dire de filiales, de représentation active. On a donc la Côte d'Ivoire qui est notre vitrine. Et après viennent le Togo, le Bénin, la RDC, le Mali, le Sénégal, le Maroc, le Cameroun et le Gabon, où on a besoin de remplacer les présidentes qui ont dû se déplacer de leur pays pour des raisons personnelles. En Europe, on a la France, l'Italie, la Belgique et UK. Et en Amérique, on a une présidente au Canada. Je vous parlais du bureau exécutif de l'AFIP International, donc qui est plutôt une cellule de coordination, donc avec Marie-Jeanne qui s'occupe de tout ce qui est programme et relations extérieures. Et je la remercie et je la félicite pour le travail qu'elle a démarré vraiment sur des chapeaux de roue. Parce que le temps que les autres se mettent dans leur position du nouveau bureau, elle a déjà mis en œuvre un certain nombre de choses. Donc merci Marie-Jeanne et félicitations. Je te souhaite le meilleur à ton poste et que toutes les initiatives que tu prendras puissent profiter à l'AFIP internationale de la femme. Notre propos va tourner autour de la solidarité, de la nécessité de la solidarité et du leadership féminin en Afrique. Pourquoi? Parce que je pense que vous toutes ici, vous connaissez comment je vais dire ça, vous connaissez un peu les pratiques. La femme en Afrique est connue beaucoup plus parce que elle est la génitrice, donc elle symbolise la renaissance et la survie de l'humanité. Elle est reconnue aussi par sa fonction de mère, parce que c'est, je veux dire, de par notre fonction de génitrice, de celle qui met au monde ou qui encadre les enfants, nous avons donc cette position de mère là qui est fortement reconnue. Et même dans les sociétés où le matriarcat, les communautés où le matriarcat est développé, on considère que c'est une parenté morale absolument obligatoire. C'est ce qui fait que finalement, dans ces communautés où il y a le matriarcat, c'est l'oncle et le frère de la mère qui héritent, parce qu'on dit que c'est là qu'on est sûr que les enfants sont vraiment de notre famille. Donc vous connaissez tout ça. Et nous avons aussi ce rôle-là d'éducation des enfants, parce que dans le foyer, pendant que l'homme a l'aile un peu ferme, le bras un peu ferme de la maison, nous, on matérialise un peu la douceur, la compréhension, le refuge pour l'enfant. Et c'est nous qui sommes censés les encadrer pour leur développement. Nous sommes aussi réputés pour notre fonction d'épouse, donc d'organisateur et de stabilisateur des foyers. Et nous sommes aussi reconnus pour notre fonction de multitâche. Dans les communautés villageoises, on va dire ça comme ça, c'est nous qui sommes dans les travaux champêtres, domestiques et pour les maternités. Et nous sommes la plupart du temps attendus pour être discrètes et effacées en public au profit de l'homme. Quelques petites anecdotes. Quand vous allez normalement en visite, vous avez un plus jeune que vous. Quand on doit demander les nouvelles, c'est l'homme qui demande les nouvelles à l'homme d'abord. Et c'est quand il n'y a pas d'homme que la femme peut maintenant prendre la parole dans ce genre de rassemblement. Et pour rigoler un peu, j'ai mis la nuit porte-conseil. C'est vrai que c'est une expression qui est internationalement connue, mais en Afrique, on dirait que c'est plutôt la nuit porte-conseil dans le sens où l'homme, quand il rentre chez lui à la maison, c'est pendant la nuit qu'il discute avec sa femme et que sa femme lui donne les bons conseils pour le lendemain. Mais on a quand même de belles perspectives parce que la succession est ouverte aussi aux femmes. Donc, c'est quand même un fait de société majeur. On a les reines-mères et tout qui existent. Et on dirait dans la société moderne qu'il y a quand même beaucoup de progrès. Mais malheureusement, les conséquences du poids de nos cultures sur nos sociétés demeurent. On le voit nous-mêmes. Hein. On observe dans nos attitudes, dans l'attitude des femmes, un faible niveau de prise de parole, un faible niveau d'expression de la femme en Afrique, un faible taux de scolarisation de la jeune fille aussi.
Et dans les sociétés, dans les entreprises, une faible présence des femmes dans les comités directeurs des entreprises. Donc nous, on a pris les partis pris suivants. On a décidé des partis pris suivants au niveau de l'AFIP. Nous avons décidé de sélectionner 4 ODD principaux sur lesquels on voudrait prendre des initiatives. Donc pour l'égalité des sexes, pour l'éducation de qualité, parce que pour nous, il faut de la qualité dès le bas âge, parce que les femmes leaders de demain, on les prépare quand elles sont jeunes à l'école. Donc parler de l'éducation de la jeune fille. Et aussi, pour celles qui sont plus âgées, on va dire qu'il faut améliorer leurs compétences. Il y a aussi la lutte contre la pauvreté, donc c'est ce qui justifie notre action pour des projets d'autonomisation ou d'entrepreneuriat et de recherche de partenariat. Et puis, bien évidemment, la santé et le bien-être de la femme. Donc, tout ça se résume un peu dans nos missions, qui sont donc le développement de la femme en principal, avec de la sensibilisation et de l'encadrement dès le jeune âge, de l'expression et de la prise de parole et de la mise en lumière, le développement des capacités, la pratique du leadership, le partage d'expériences et l'autonomie financière. L'AFIP se veut donc ainsi une passerelle entre les femmes issues de différents milieux sociaux, mais aussi une passerelle entre l'Europe, on va dire l'Occident, l'Europe, les Amériques et l'Afrique, ce qui nous paraît être quelque chose d'important. Donc pour ça, on avait besoin de nous fixer des valeurs et les 5 valeurs principales que nous avons retenues, c'est donc l'engagement, la solidarité qui nous paraît naturelle, l'esprit d'équipe, l'excellence et l'innovation. Donc à l'AFIP, on s'appelle en général des afipiennes. Donc les afipiennes, ce sont donc des femmes qui partagent l'énergie, l'enthousiasme et le courage des leaders. Et elles veulent bâtir des relations justes et durables. Donc voilà les valeurs qui nous définissent et qui sont le fondement de notre organisation. Donc voilà, j'ai parlé déjà d'engagement, de solidarité, d'esprit d'équipe, d'excellence et d'innovation. Donc, qu'est-ce que nous avons réalisé jusque-là? Au niveau du leadership féminin, nous avions participé au lancement de la plateforme de l'entrepreneuriat féminin qui avait été initiée par le précédent bureau de l'AFIP Inter et qui avait connu un début d'activité au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais cette plateforme a besoin d'être, comment je vais dire ça, d'être renforcée, d'être consolidée pour avoir de meilleurs résultats au niveau du développement de l'entrepreneuriat féminin, de l'autonomisation des femmes, compétences. Nous avons participé à des rendez-vous de l'AFIP Côte d'Ivoire, qui étaient donc les KISS AFIP, donc qui était la présentation de projets partenaires de l'AFIP. Nous avons aussi lancé le magazine Blamo, qui est maintenant à sa 10e édition. Donc vous en avez sur les tables. En partant, vous pourrez vous approvisionner pour le découvrir mieux. Donc Blamo qui veut dire dans une langue vernaculaire « merci femme », donc « femme merci ». Et donc ce support-là, nous avons décidé de le mettre en place parce qu'il nous paraît nécessaire pour la promotion du leadership féminin en Afrique. Nous espérons qu'avec le partage, la découverte de ces femmes-là qui sont des leaders dans tous les domaines, hein, il n'y a pas que les couvertures. À l'intérieur, vous avez d'autres types de profils de femmes qui partagent leurs expériences, leurs success stories, leurs difficultés, leurs challenges. On espère en tout cas que ça permette à des femmes d'avoir ce déclic-là pour se prendre en main et pour trouver des solutions à leur développement. Donc, on a voulu un magazine très attractif avec des sujets d'intérêt majeur pour la femme. Autour de ce magazine, nous nous sommes dit, c'est vrai, on a ce magazine-là pour l'instant qui est du papier, dans un futur proche qui va être une version électronique, mais on s'est dit, au-delà de la lecture, peut-être que les femmes auraient besoin de se retrouver pour pouvoir échanger. C'est comme ça qu'est partie l'idée des after-work.
Donc, on en a réalisé 4 à ce jour. On a un 5e qui va se faire à la fin de ce mois de septembre. Donc, au cours des after-work, ça c'était le premier, on rencontre donc, des femmes prennent la parole pour parler à d'autres femmes et nous avons des échanges, on va dire pendant presque 2 heures, où on discute donc de nos problématiques. On fait aussi du réseautage. Ça, c'était la 2e édition avec Madame Evelyne Tal, qui était encore récemment le numéro 2 du groupe Ecobank, qui nous a aussi beaucoup entretenu au cours du de notre premier anniversaire. Ici, on a eu Choisic, qui est une formatrice, executive coach, qui nous avait entretenu sur connaître son potentiel pour gagner en 2018. Donc, c'était vraiment plus une session de formation qu'autre chose. Et au cours de cette session-là, on a eu aussi le représentant du ministre du Commerce, qui nous a présenté donc un fonds qu'ils ont mis en place qui était destiné aux femmes entrepreneurs. Donc ça, c'est toujours l'afterwork numéro 3. Et au niveau de l'afterwork numéro 4, on a eu Madame Janine Kakou-Diagou, qui est patron d'industrie en Côte d'Ivoire, sur un réseau panafricain qui nous a entretenu aussi sur vie privée, vie professionnelle, quel équilibre. Donc voilà un peu des activités effectives qu'on a pu réaliser en Côte d'Ivoire principalement. Et aujourd'hui, je pense que avec l'évaluation que nous faisons de ces activités-là, on est plutôt satisfait parce que on a presque 1000 abonnés sur la page Facebook Blamo. On a plus de 1500 participants aux Afterwork Blamo. Sur les Blamo Talks, on a donc 30 000 vues. Sur nos Blamo Talks, on a 10 éditions, le 11e est en cours de production. Et puis on a eu la présence de l'AFIP au rendez-vous des plaidoyers au niveau de l'UNESCO et de l'ONU. Donc je vous parlais des Blamo Talks qui sont donc un programme de développement personnel dédié aux femmes, des rendez-vous hebdomadaires vidéo de 2-3 minutes où des femmes partagent leurs expériences avec des femmes entrepreneurs, des femmes actives sur le site web. On a eu une dame vendeuse d'attiqué poisson, on a eu Yves Dero, l'actrice. Enfin, on a tous les profils pourvu que les femmes se retrouvent et partagent la volonté de réussir et la volonté d'aller le plus loin possible. Au niveau des colloques et des symposiums, nous avons eu une mission au Canada où nous avons participé à un forum donc femmes et féminisme en dialogue, approche de médiation. Ça me faisait sourire en pensant à toi. Lecture, ouais, tu vois, non? Lecture interculturelle et intersectorielle à l'université de Sherbrooke en novembre l'année dernière. Donc voilà, au milieu, ce sont les Afipiennes qui ont pu faire le déplacement. Donc il y a les Afipiennes de Côte d'Ivoire et du Bénin qui avaient pu participer à ce forum. Nous avons participé aussi au colloque international de Genève. Donc à droite, vous voyez la présidente fondatrice et la marraine de l'AFIP Afrique. Nous avions participé aussi à un colloque à l'UNESCO à Paris. Et au niveau de l'éducation de la jeune fille, nous partons du principe, comme je l'ai dit tantôt, que l'éducation de la jeune fille doit être la base pour préparer le leadership féminin en Afrique de demain. Donc la question du leadership doit être traitée à la base. C'est pour ça que nous avons mis en place une section AFIP Millennials. Donc toutes ces jeunes filles que vous voyez, ce sont des étudiantes qui ont rejoint donc notre réseau, que nous essayons en tout cas tant que faire se peut d'encadrer et de conseiller pour qu'elles aillent le plus loin possible et puis qu'elles ne s'arrêtent pas en chemin alors qu'il y a encore beaucoup à faire. Au-delà de notre réseau, nous soutenons des réseaux de jeunes filles organisés
notamment le Résifi, qui était un réseau de la jeune fille qui s'est fait il n'y a même pas longtemps, le 31 août. Donc, on y était. Et nous avons des activités que je mène avec mon association des anciennes du lycée de jeunes filles de Bingerville, qui sont des bons supports de coaching et de mentorat pour les lycées de jeunes filles, pour les filles qui sont dans les lycées de jeunes filles. Donc, ce sont des sessions que nous organisons où nous avons des panels qui les entretiennent et à côté, nous faisons aussi un peu de social ou de médical pour leur bien-être. Donc, voilà un peu les différents panels qui avaient eu lieu. Ça, celui de gauche en haut, c'était le panel des femmes politiques, des femmes qui avaient décidé de faire de la politique. Au milieu, celle qui est en blanc, c'est la première femme à avoir été candidate à la présidence de la République en Côte d'Ivoire. En haut à droite, vous avez des métiers un peu spécifiques. Celle qui est en jupe en rouge est arbitre de football en Côte d'Ivoire et celle qui est au milieu en rouge est aiguilleur d'avion. Donc voilà un peu des activités comme ça que nous menons et que nous nous obligeons à mener pour pouvoir vraiment prendre en charge cette problématique de l'excellence de la jeune fille pour le leadership de demain. Et bien évidemment, nous avons aussi des causes que nous avons soutenues, notamment l'autisme, la dépression et l'albinisme, comme vous pouvez le voir ici. Donc, qu'est-ce que nous prévoyons pour 2018 ? On va faire simple. C'est déjà accroître la notoriété de l'AFIP à l'international, créer une préférence pour l'AFIP dans les pays d'implantation, consolider notre réseau, recruter de nouveaux pays, nouer des partenariats pertinents. Je l'ai mis en gras parce que c'est tout l'objet et le sujet donc, de la session d'aujourd'hui. Donc, nouer des partenariats techniques et financiers si possible, qui nous permet de renforcer notre action auprès des jeunes filles et auprès des femmes et de la jeune fille africaine. Nous ambitionnons de réussir au moins ces 5 projets majeurs-là, qui sont la plateforme de l'entrepreneuriat féminin, l'école de la seconde chance, les tournées dans les établissements de jeunes filles pour la sensibilisation des prix d'excellence, le magazine Blamo et ses dérivés, et puis une web TV pour continuer à pousser vraiment les femmes à, entre guillemets, à s'émanciper, en tout cas à se prendre en main et à faire savoir quelles sont leurs ambitions et quels sont leurs projets et où est-ce qu'elles en sont. Et bien évidemment, cette passerelle de relations, de projets entre la diaspora et l'Afrique me semble être un élément aussi majeur dans le cadre de nos activités au niveau international. Donc, le PMN va beaucoup nous aider au niveau des sessions de formation pour nous aider à bâtir donc notre catalogue de formation, va nous aider aussi, on est en train d'en parler tout à l'heure, on va l'approfondir, mais va aussi nous aider dans l'école de la seconde chance parce que là, on aura besoin de former ces jeunes filles-là qui sont sorties trop tôt du système éducatif général, ou alors des femmes qui sont sans activité et qu'on pourrait former à se prendre en charge. Et bien évidemment, tout le reste, on en a déjà parlé, la sensibilisation de la jeune fille, le magazine, les afterwork, les Blamo Talks. On va aussi mettre en place quelque chose de nouveau, c'est-à-dire déterminer élire, entre guillemets, des femmes qui ont marqué l'Afrique, donc les Blamos de l'année. Et bien évidemment, il y a tous les colloques, toutes les formations que nous aurons à faire et les actions sociales. Maintenant, il y a des journées, des plateformes sur lesquelles on ne peut pas ne pas faire de prise de parole, notamment la Journée internationale de la femme, la Journée internationale de la femme africaine, la Journée de la jeune fille, la Journée de la femme rurale aussi que j'ai oublié de poster ici. Mais nous aurons des prises de parole. Ça pourrait être des forums, des conventions, des colloques, des communications presse ou des prises de parole dans les réseaux sociaux. On verra bien avec Marie-Jeanne qui définira donc le programme annuel, comment on organise tout ça pour qu'on ait une
prise de parole forte et harmonisée dans les différents pays où nous sommes implantés. Et puis, bien évidemment, toute la partie digitale où aujourd'hui nous animons une plateforme WhatsApp de santé et bien intégrale pour les femmes, une plateforme de conseil juridique aussi, et puis les pages usuelles Facebook, AFIP Afrique, Blamo, nos sites internet AFIP Afrique, Blamo et notre chaîne YouTube. Donc voilà un peu ce que je dirais, ce que je voulais partager avec vous de ce qu'est l'AFIP, de nos ambitions, de nos projets, de l'idée que nous souhaitons que les gens retiennent de l'AFIP et de ce que nous souhaitons que vous aussi vous partagiez et que vous aussi vous adhériez donc à ce réseau-là pour qu'ensemble nous puissions développer le leadership féminin en Afrique. Je pense que ce sont des sujets qui sont souvent discutés, mais malheureusement dans la mise en œuvre pratique, souvent on a beaucoup de lacunes, on a beaucoup de choses qui ne sont pas faites conformément aux grands propos, aux grandes décisions qui sont prises. On peut dire qu'il y a peut-être de la volonté politique derrière, mais après, dans la mise en œuvre, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'aimerais, avec votre soutien à tous et à toutes, j'aimerais pouvoir construire ce AFIP-là qui, justement, comme le docteur disait, ira à un niveau supérieur et fera partie donc des instances qui comptent, mais pas juste pour faire de la propagande, mais pour vraiment impacter nos communautés en Afrique. Donc merci à toutes et à tous d'être là pour partager ce moment-là avec nous. Merci à Dr. Joyce de nous apporter son support, son coaching. Elle est maintenant, Marie-Jeanne, ce n'est plus toi seule ton mentor, hein, c'est notre mentor à nous toutes maintenant. Donc merci à elle d'avoir accepté de nous assister dans ce développement, dans ce nouvel envol que nous voulons apporter à l'AFIP. Merci à Aïcha, à qui je vais passer la parole, d'avoir accepté spontanément de s'associer à nous, parce que, je veux dire, c'est pas toujours évident pour des sociétés déjà constituées, pour des écoles déjà constituées, de se mettre en partenariat avec des associations. C'est pas toujours évident parce que bon, il y a beaucoup de sujets qu'en général les organisations se disent que les associations n'ont pas encore complètement adressés, donc ils sont plutôt réticents. Mais là, vraiment, spontanément, elle a décidé de nous accompagner et je vais lui laisser la parole et je souhaite que vraiment ce partenariat soit un partenariat profitable pour les deux parties surtout et un partenariat pérenne et qu'ensemble nous puissions impacter nos communautés, toutes les femmes de l'Afrique. Merci. Thérèse vient de présenter l'AFIP et je remercie déjà Marie-Jeanne. Ce partenariat est à l'initiative de Marie-Jeanne. On a eu l'occasion de beaucoup échanger, beaucoup travailler sur l'intérêt en fait du rapprochement des deux organisations. Alors moi je vais me présenter. Je suis Aïcha Sangaré, la directrice générale de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Une organisation qui s'est créée il y a 20 ans, un projet sociétal, la création d'une nouvelle profession aujourd'hui qui impacte l'environnement sociétal au niveau international, que ce soit en Occident et en Afrique. Et donc, c'était tout naturel pour moi, évidemment, au travers de mon parcours, de pouvoir justement rejoindre, parce que c'est une manière aussi de rejoindre les femmes africaines et ivoiriennes, et apporter une dimension internationale, en fait, aux actions des femmes africaines et ivoiriennes. Donc, je vais rapidement vous présenter, en fait, notre organisation et comprendre l'intérêt pour l'AFIP de se rapprocher de notre expertise pour pouvoir, justement, non seulement avoir la dimension internationale, mais pouvoir avoir des bons outils pour pouvoir accomplir le projet qu'elle souhaite accomplir dans les meilleures conditions et surtout accompagner aussi les jeunes filles. Donc nous avons créé effectivement le réseau de la médiation professionnelle. Au départ, la logique était de pouvoir, je dirais, accompagner les conflits
les conflits, mais de manière différente, avec des outils qui soient des outils résolatoires. Ça a été la première initiative et la première volonté de développer la discipline de la médiation professionnelle. Et très rapidement, nous avons fait basculer en fait cette expertise en ingénierie relationnelle. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes une organisation assez référente dans le secteur, puisque nous accompagnons les organisations et les personnes sur tout ce qui relève de la qualité relationnelle, de l'accompagnement au changement, de la cohésion d'équipe, de la réconciliation. Ça, je pense que c'est un mot qui nous parle, puisque la Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui qui est en train de se reconstruire au niveau des relations humaines. C'est vrai qu'en Afrique, nous avons un côté naturel des choses en ce qui concerne les relations, mais il n'empêche que notre pays a connu une guerre. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui d'outils importants pour retravailler la cohésion, et ça relève effectivement d'une expertise. Nous avons donc créé une certification. L'école existe depuis 1999. Nous avons initié la profession de médiateur parce que nous avons souhaité que cette discipline se professionnalise. Donc c'est une véritable profession aujourd'hui. Plusieurs lieux de formation d'ailleurs en France, à Paris, Lyon, Bordeaux. Nous sommes présents dans les Caraïbes, nous sommes présents en Suisse et nous sommes présents effectivement à Abidjan depuis 3 ans et demi. Donc, nous avons développé une ingénierie relationnelle au service des organisations pour favoriser la qualité relationnelle. La relation est devenue un sujet d'expertise, en fait. On s'imagine que la relation est quelque chose de naturel, mais en fait, on ne l'a pas du tout appris à l'école. Et on observe bien, d'ailleurs, au niveau sociétal, toutes les difficultés que peuvent rencontrer les personnes dans les projets, dans la manière de fonctionner ensemble, même au niveau des États, je dirais. Donc ce n'est absolument pas naturel. Je dirais que le titre et la compétence d'une personne ne relèvent pas du tout de compétences relationnelles. Donc aujourd'hui, il est important de pouvoir même l'intégrer dans les formations à l'école, à la base, ce qui permettra effectivement d'avoir des interactions relationnelles entre les personnes qui soient un peu plus constructives. Donc l'ingénierie relationnelle accompagne la qualité relationnelle. Nous avons créé cette profession de manière à avoir des actions efficaces en termes d'intervention et de manière résolutoire. Nous avions l'habitude d'observer le traitement du conflit, je dirais, par la voie judiciaire. Donc aujourd'hui, l'environnement judiciaire a intégré la médiation. C'est d'ailleurs une directive européenne, bien sûr. Ça a mis un peu de temps, puisqu'en fait, en Occident, je dirais que c'est pas forcément naturel, je dirais, d'être dans la qualité relationnelle. Donc c'est la raison pour laquelle nous insistons fortement, parce que ça aura un impact dans les années à venir. Et nous avons très rapidement basculé sur la prévention, en fait, parce qu'en France, alors pourquoi je dis la France? Parce que c'est bien entendu en France que j'ai développé mon expérience. Je suis née en France, j'ai agi dans pas mal de secteurs, et je me présenterai après, une fois que j'aurai présenté mon école, et on comprendra l'intérêt, en fait, de se rapprocher de la FIP, puisqu'en fait, je considère que je représente la branche de la femme africaine occidentalisée, en fait. Je pense que c'est pas mal aussi. On a plusieurs volets. Nous sommes diverses, les femmes africaines, justement. On a une capacité d'adaptation assez importante. Notre mission, je dirais, notamment au niveau en Occident, parce que c'est surtout en Occident, en Afrique, la médiation est quelque chose de naturel. Il s'agit simplement d'apporter une instrumentation et des outils qui soient efficaces pour accompagner l'évolution sociétale. En Occident, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus compliqué puisque les relations ne sont pas les mêmes. Donc, j'avoue que nous avons un peu plus, je dirais, un peu plus de mal. Nous avons eu du mal les premières années à sensibiliser sur ce sujet. Aujourd'hui, on y est. Par contre, il faut savoir que sur cette thématique qui concerne la médiation, il y a plusieurs courants. Donc, nous avons créé le courant qui concerne la médiation qui a trait aux relations humaines. Et nous allons continuer effectivement à professionnaliser la médiation dans ce sens. Si vous regardez, vous avez beaucoup d'informations sur Internet, il faut savoir que ce sujet, au départ, n'était pas du tout une discipline qui se voulait professionnelle. Aujourd'hui, c'est une profession à part entière. Un médiateur, il s'installe, il a un cabinet, il a une expertise, il accompagne les problématiques relationnelles des personnes pour leur permettre de trouver des solutions par elles-mêmes. Donc ça veut dire
qu'il ne va pas prendre des solutions à leur place, il va les aider à leur permettre de devenir autonomes par rapport à leurs propres choix. Et ça, c'est très important en termes de posture. C'est pas du tout la même chose lorsque nous nous positionnons en tant qu'accompagnants en expliquant aux personnes ce qu'elles doivent faire ou en essayant d'orienter les décisions pour elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de confusion entre la médiation, la conciliation et l'arbitrage. Bon. Et donc, aujourd'hui, nous avons un outil de résolution très efficace. Et j'y vois d'ailleurs une logique avec les besoins de notre pays, en réalité. Donc ça, c'était pour vous présenter un peu l'expertise, effectivement, de la profession et de ce qui relève, en fait, de ce qu'a créé le réseau de la médiation professionnelle. Et je vous dirais, il est composé, effectivement, de plusieurs organisations. L'exclusivité, c'est que nous délivrons le certificat d'aptitude à la profession de médiateur. C'est une approche scientifique de résolution des différends. Nous sommes présents, comme je vous indiquais, dans plusieurs villes et les formations existent aussi dans tout le monde francophone et dans les entreprises. Nous sommes beaucoup sollicités aujourd'hui dans les entreprises pour accompagner les problématiques relationnelles et même nous avons un boulot très important puisqu'en France aujourd'hui on est dans du changement global hein, et pour, je dirais, pouvoir traverser ce changement, il faut des bons outils. Le réseau de la médiation professionnelle, donc, est composé de 3 organisations principales. Il y a l'école, dont je suis la directrice générale. Nous avons en même temps que nous avons initié la création de l'école professionnelle, nous avons mis en place une chambre syndicale professionnelle qui a été la première chambre syndicale qui représentait les médiateurs professionnels. C'est ce qui garantissait en même temps la professionnalisation. Donc, il y a eu toute la construction, effectivement, d'un code d'éthique et de déontologie, de la sortie d'un code de la médiation. Une profession structurée aujourd'hui qui est devenue utile. C'est la raison pour laquelle nous estimons que c'est la profession du 21e siècle, puisque toutes les professions sont amenées aujourd'hui à se former à cette discipline. Et donc, nous avons aujourd'hui dans le réseau de la médiation professionnelle toutes les professions qui travaillent avec la même éthique. La 3e organisation est le réseau Via Médiation, qui est le réseau de confiance dans lequel vous avez toutes les entreprises qui ont choisi de recevoir de la part de notre organisation le label qualité relationnelle. Ça veut dire que ce sont des organisations qui ont choisi de remettre l'humain au cœur du système. C'est fondamental. Aucun management valable sans la dimension humaine. Et en réalité, Marie-Thérèse, qui elle-même est DRH, si elle n'était pas d'accord avec moi, ça aurait été un peu compliqué. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, on est toujours très compliqué, que ce soit en management, que ce soit dans les ressources humaines. On a beaucoup de théories. Et en fait, on pourra toujours développer toutes les théories, mais nous serons toujours obligés de revenir à cette notion fondamentale qui sera l'expertise par rapport à la relation. Comment fonctionnent les relations entre nous? Et autant vous dire que c'est universel. Qu'on soit en Chine, en France, en Afrique, nous avons des modes de fonctionnement et il s'agit de comprendre simplement comment fonctionnent les interactions relationnelles et comprendre en fait comment on est susceptible d'arriver à un conflit. Donc, mais la médiation professionnelle ne s'intéresse pas au conflit, elle s'intéresse aux relations. Et donc aujourd'hui, nous allons devoir former nos enfants aux relations pour éviter d'ailleurs de se retrouver ensuite dans les entreprises à 50 ans et traiter des conflits et voir des personnes qui n'arrivent plus à fonctionner ensemble et devoir refaire des formations sur la cohésion d'équipe et sur le management et j'en passe. Et donc nous avons effectivement mis en place plusieurs plateformes. Notre école est devenue internationale, le réseau est international, des groupes de travail, des particularités, des expertises dans tous les secteurs d'activité. Et évidemment, quelle logique avec le réseau des femmes chefs d'entreprise. C'est d'abord parce que effectivement, j'estime que je représente un profil peut-être atypique pour certaines personnes en France, pas atypique en Côte d'Ivoire ni en Afrique. Donc j'ai effectivement, au travers de mon expérience, porté ce projet depuis 20 ans qui aujourd'hui est un projet, je dirais, qui est presque incontournable puisque nous formons le monde judiciaire et toutes les professions à ce sujet. J'ai en même temps effectivement eu d'autres responsabilités et donc je suis membre du bureau des femmes chefs d'entreprise qui est le réseau des femmes chefs d'entreprise est un réseau occidental international et donc je suis membre du bureau des femmes chefs d'entreprise de Gironde.
Et donc, avec Marie-Jeanne, effectivement, on a trouvé vraiment l'intérêt d'apporter une visibilité au réseau AFIP au travers, justement, de mes différentes responsabilités. Donc, je vais décomposer en fait mes champs d'intervention. Je suis présente donc dans le réseau des femmes chefs d'entreprise. Je suis déléguée consulaire de la Chambre de commerce Côte d'Ivoire pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc vous comprendrez que j'ai vraiment à cœur d'apporter une visibilité du leadership de la femme africaine. Et donc je suis présente aussi dans les à la CPME, l'organisation patronale, dont je suis membre du conseil d'administration en Gironde. Et tous ces aspects-là, en réalité, me permettent, je dirais, de faire la promotion de l'Afrique. J'ai eu tout mon parcours, je suis née en France, j'ai eu toute mon expérience en France, et j'arrive aujourd'hui dans une phase où j'ai identifié l'importance d'accompagner l'Afrique, de valoriser l'Afrique, et même, je me sens avoir la mission d'avoir une dimension pédagogique envers l'Occident, pour expliquer ce qu'est l'Afrique. Et puis tant qu'à faire, ce qu'est la femme africaine dans le monde économique occidental. Voilà ce que je veux apporter aussi à la FIP en Afrique et en Côte d'Ivoire. Les femmes en Côte d'Ivoire vont devoir prendre de plus en plus de responsabilités. Elles vont devoir être de plus en plus présentes dans des mandats électifs. Parce que nous avons effectivement une sensibilité qui apportera certainement une dimension, je dirais, de cohésion en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de naturel, puisque la parité en France est quand même un peu plus récente que chez nous. Nous, je dirais que la parité s'est faite de manière naturelle, parce qu'il y a une considération assez importante de la femme, de la maman, de la fille. Et aujourd'hui, j'identifie au travers de mon expérience et de mon métissage, puisque je considère que je suis métisse, j'identifie en fait qu'il va y avoir une interaction entre l'Afrique et l'Occident, et la dimension culturelle africaine va être très importante aujourd'hui pour l'Occident. D'où une importance de pouvoir interagir entre les femmes africaines et les femmes occidentales, mais pas que en réalité. C'est aussi aider les hommes, intégrer les hommes et travailler ensemble de manière à pouvoir bâtir une société qui soit une société, la société de l'altérité. Voilà. Donc aujourd'hui, nous retrouvons pour, je dirais, construire un projet sociétal. Je sais qu'on nous entend, je sais qu'on nous entendra, je sais qu'on nous verra. Parce que, effectivement, dorénavant, et en plus, nous sommes toutes les deux partenaires de la Chambre de commerce en Côte d'Ivoire, donc nos pairs nous connaissent. Ils savent qu'ils devront faire appel à nous aussi, parce qu'on a une certaine sensibilité à apporter dans les prises de décision qui concernent nos pays, qui concernent nos enfants, qui concernent, je dirais, l'équilibre même de l'évolution de notre société. Voilà tout le sens que j'y mets. Et je compte bien, et merci au Dr Joyce d'être là pour nous. Elle nous apportera toute cette dynamique que je sens vibrer en moi. Ce n'est que le début. Je sais que j'ai beaucoup de choses à faire encore en Côte d'Ivoire, et donc c'était tout à fait naturel pour moi de rejoindre les femmes de la FIP au travers de mon organisation. Et c'est pour montrer aussi que nous sommes capables de bouger les lignes, même en Occident. Pas de tabou. Nous sommes capables de prendre tout type de responsabilité. Je voulais montrer que c'était possible au travers de l'expérience que j'ai. Je vous remercie. Je remercie les grandes dames qui ont exposé leur vision. Aujourd'hui, je pense que tout le monde, tous ceux qui ne connaissaient pas la FIP, je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez la FIP, vous connaissez ses objectifs, vous savez là où on veut aller, vous savez les actions que nous avons posées. C'est très important parce que souvent, on demande, il y a tellement de réseaux, mais est-ce que c'est concret? Eh bien, aujourd'hui, vous avez vu ce que AFIP fait. Ce que nous avons à faire, c'est qu'il reste à faire encore. Je remercie Aïcha vraiment pour cette école, vraiment pour ce modèle de réussite que tu es aujourd'hui ici en France. C'est comme je le dis, ces femmes qui cassent les codes, cette réussite qui casse les codes. Et vraiment, je te remercie. Et puis, la femme ivoirienne que tu es, africaine, européenne en même temps. Eh bien, je remercie tout le monde. Et nous allons passer à la signature de la convention.
Il y aura un témoin de la signature, ce sera le Dr Joyce. Donc, il y aura 3 personnes à la signature. Aïcha Sangaré pour l'EPMN, Marie-Thérèse Bois-Nguesson pour la FIP et le Dr Joyce qui sera témoin de cette signature de convention. Et je voudrais qu'on les applaudisse pour ce bel exposé et surtout pour les actions et les activités que vous menez sur le territoire, en France et en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est appelé à faire de grandes choses ici, dans le monde. Les femmes nous regardent, les femmes ont besoin de nous. AFIP doit être un réseau fort qui aujourd'hui peut aller défendre les causes des femmes à Davos, là où se trouvent les hommes, là où les décisions se prennent. Aujourd'hui, nous sommes appelés à y aller, à défendre notre vision, à parler pour les femmes, à parler avec les femmes. Je suis très heureuse de vous retrouver là aujourd'hui. Merci pour toutes les personnes qui sont venues. Docteur, je peux venir les rejoindre. Tous les actes qui seront posés après cette convention, vous serez informés. Vous êtes les témoins aujourd'hui de ce qui va se passer aujourd'hui, demain et après-demain et plus tard. Ceux qui peuvent immortaliser les... Eh bien, c'est acté. Tout ce qui a été dit sera fait. Et peut-être plus. Nous allons demander au Dr Joyce de signer. Dr Joyce Otto, qui est le témoin de cette signature, avec nous tous ici présents. Ça se fait en 3 exemplaires. Aïcha Sangaré pour l'EPMN, Prési Marie-Thérèse Bois pour la FIP et le Dr Joyce Otto. Ça signe à la Jacques Chirac qui signe. Il y a des grosses signatures. Oui, ça c'est des signatures avec les chèques à 10 chiffres. Merci, docteur. Un exemplaire pour toi, Prési. Elle n'a pas signé ton exemplaire, je pense. Bon, ben merci, brave dame. Vous savez que vous êtes des exemples. Vous êtes des repères. Aujourd'hui, pour ces jeunes filles en Afrique, quand on sait que c'est très difficile aujourd'hui, l'éducation en Afrique, elles ont besoin de vous, elles ont besoin de nous. Pour le travail que vous faites. Comme je le dis, vous savez, j'ai créé une agence Élégance ici en France. Et cette agence promeut toutes les femmes de la diversité. C'est comme je le dis, ces femmes, ces rôles modèles aujourd'hui ici, qui ont besoin de visibilité, pas de la visibilité en tant que, c'est-à-dire le positionnement. Aujourd'hui, dans le positionnement, les femmes africaines, les femmes de la diaspora ont besoin de se positionner sur le plan économique en France. Il faut travailler ici. Nous avons beaucoup à faire ici d'abord. Et après, je pense que ça pourra se refléter, ça pourra se vivre, ça aura un impact sur le continent. Et donc, nous sommes ici, nous vivons ici, pensons d'abord ici, à investir, à travailler ici, et je pense que le continent pourra en bénéficier. Oui, il ne faut pas tout le monde débarquer en Afrique. Là-bas, vous vivez ici, vos enfants sont ici, vos enfants sont nés ici, ils vont à l'école ici. Et donc, vous avez ce devoir ici de prendre votre place en France. Et je pense qu'après, vous pourrez parler seulement Afrique. Et je pense que c'est très important de le rappeler. De le rappeler. Pas qu'on n'aime pas le continent, mais là où on vit d'abord, on crée de la richesse et après seulement, on peut partir autre part. Mais nous sommes quand même les mieux placés pour accompagner aujourd'hui nos États. Oui. Parce que nous savons en fait, je crois qu'aujourd'hui avec notre expérience et tout ce que nous avons appris en Occident, nous sommes capables aujourd'hui de construire les modèles qui nous conviennent. Maintenant où j'attends à la fin, je voulais donner un petit souvenir à Aïcha et à Dr Joyce. Donc pour sceller notre convention, je me suis laissé faire dire que ça c'était des bâtons de commandement.
Et ça m'a plu parce que c'était des femmes qui étaient à la tête. Donc je me suis dit, bon, je vais offrir ça à... Oui. À... Toi, tu n'oublies pas. Donc je me suis dit, voilà des femmes de commandement à qui la fille pourrait symboliquement offrir ses bâtons de commandement en leur souhaitant le meilleur dans leurs activités personnelles et professionnelles. Et puis que quand ça déborde chez vous, que ça déborde à la FIP aussi. Donc voilà, merci encore. Merci. Oh, pardon. Merci, Dr. Joyce. Nous sommes bien à Paris, hein, vous êtes d'accord? Nous sommes bien à Paris. Alors, je suis PDG de la Women Business Chamber et du Parlement économique des femmes leaders et des technocrates. Et nous avons résidence au Phuket. Donc, nous vous recevrons au Phuket. Vous m'avez donné symboliquement, hein, vous voyez, un baptême du commandement. Mais nous avons l'outil du commandement Parlement économique, ok? Oui. Parlement économique des technocrates et des femmes leaders. Bravo. Merci. C'est vraiment... Je n'ai pas de mots. Merci. Nous allons laisser maintenant la parole à tous ceux qui veulent poser des questions. Donc, PDG de la société 007 Business. Donc, je suis en France depuis 13 ans et quand Marie-Jeanne m'a parlé de ce projet, j'ai trouvé assez intéressant. Je voulais en savoir un peu plus néanmoins parce que c'est la première fois pour moi de vivre ce genre d'événement. C'est vrai, je suis pas mal dans l'événementiel depuis 2005. Je dis un gros chapeau à toutes les femmes qui sont déjà ici, pour la simple raison que je l'ai toujours pensé profondément et c'est mon combat. La femme et la culture, c'est ça qui sauvera l'Afrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous armer davantage. Et c'est une chance pour nous qui sommes ici de voir tout ce qui se fait, de voir tout ce qu'on peut compléter parce que nous ne sommes pas venus vides. Nous ne sommes pas venus vides ici. Nous sommes venus avec un savoir et que nous complétons avec un second savoir. C'est pour cette raison que je rejoins Madame tout à l'heure qui parlait de métissage. Nous sommes toutes des femmes métissées. Et par rapport à ça, notre combat est de continuer à croire. Dr. Joyce est là aujourd'hui. Vous êtes là. Nous sommes toutes là. Et je pense que avec ce que nous sommes en train de faire là, il n'y a pas de raison qu'on recule. Moi, je dis encore, il faut de l'audace. Et c'est avec l'audace, le droit et l'activité de la femme que nous irons plus loin. Donc, je vous remercie et j'aimerais en savoir un peu plus encore. Déjà, par définition, Africa Femmes Initiative Positive. Et notre mission, c'est vraiment construire le développement de la femme africaine en Afrique, mais aussi à la diaspora. L'idée étant que nous voulons, au travers de l'AFIP, arriver à faire bouger les lignes en Afrique, arriver à faire bouger les lignes au niveau des politiques, certes, mais encore plus au niveau des femmes elles-mêmes. Donc, pour nous, ça va se faire par le développement personnel, donc l'éducation de la jeune fille à la base, après le développement des compétences de la femme elle-même. Et pour tout ça, nous avons mis en place un certain nombre de supports et d'activités au cours desquels les femmes, quand elles viennent, elles partagent leurs expériences, elles partagent les success stories, elles partagent leurs challenges, elles partagent aussi leurs difficultés. Et donc, pour ça, on a ce magazine Blamo, là, qui est à sa 10e édition, où des femmes de tout profil partagent leurs expériences. On a l'Afterwork Blamo, qui, j'espère, hein, Marie-Jeanne, sera exporté en Europe bientôt. On va y travailler, on va faire. Donc, on a l'Afterwork Blamo, on a les Afterwork Blamo où les femmes se retrouvent. La dernière édition, on était quasiment 350 femmes avec Madame Janine Diagou, qui est patronne d'industrie en Côte d'Ivoire et qui est patronne d'un groupe qui est sur la sous-région dans 12 pays d'Afrique. Donc, voilà un peu des initiatives que nous avons prises et nous voulons aller plus loin. Aujourd'hui, on parle de la plateforme d'entrepreneuriat féminin. Donc, on veut pouvoir se donner les moyens avec Aïcha et avec Aïcha qui est directrice générale de l'EPMN et avec le coaching aussi de Dr. Joyce. On veut se donner les moyens d'avoir des programmes de formation
qu'il faut pour les femmes entrepreneurs et pour la montée en compétences, même si elles ne sont pas entrepreneurs, elles ont décidé de prendre l'option de la carrière en entreprise. On a aussi un autre projet qui nous tient à cœur, c'est l'école de la seconde chance, où on veut pouvoir donner la possibilité à des jeunes filles qui sont sorties trop tôt du système éducatif général. On veut leur donner la possibilité d'être formées à des métiers pour qu'elles puissent se prendre en charge. C'est aussi valable pour les femmes qui sont déjà matures, mais qui ont besoin d'être formées pour intégrer des emplois qu'elles pourraient elles-mêmes créer, etc., etc. Donc voilà un peu un certain nombre de choses on a décidé de faire, sans oublier donc les plateformes d'échange intra-continent. Et c'est pour ça aussi que l'expérience de Madame Sangaré sur tout ce qui est de son réseau des femmes entrepreneurs en Europe nous intéresse aussi énormément. Donc, ouvrir les membres de l'AFIP à des expériences diverses et multiples qui leur permettent de se bonifier et puis leur permettre d'ouvrir aussi l'esprit. Parce qu'on est en Afrique, on est quelquefois tellement dans nos problématiques qu'on oublie de s'ouvrir à l'extérieur pour voir un peu ce qui se passe ailleurs, pour voir comment l'adapter à nos réalités et sortir un peu des difficultés qu'on pourrait rencontrer dans l'exercice de nos différents métiers. Donc, pour résumer, voilà un peu ce que je dirais de l'AFIP. Et aujourd'hui, on a décidé donc de signer une convention avec, bon, je sais même pas, parce que il y a tellement, elle a tellement de réseaux que je vais exploiter. Que finalement, oui. Mais cette signature spécifiquement parle du réseau. C'est une ouverture voilà. En fait sur plusieurs réseaux. Exactement. Le rendez-vous aujourd'hui, c'était la convention signée. Oui. Voilà, exactement. Et nous, on en a profité, comme on le fait toujours, pour présenter notre réseau et pour vous inviter, pour celles qui ne le sont pas encore, à nous rejoindre parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Et Dr. Joyce nous a dit qu'on doit, the sky is the limit, on doit aller encore plus loin. Ah, donc, oui. Je sens déjà la pression toujours, là. Toujours. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'est bon. C'est bon, ça répond. Je suis enfant de restauratrice et ici en France, j'ai eu 11 ans de restauration plus précisément, où j'ai profité de l'occasion pour explorer un peu nos univers, nos produits de chez nous. Et il y a une chose qui m'attriste chaque fois que je vais en Afrique et particulièrement au Cameroun, c'est que quand tu rentres dans un débit de boisson ou dans un restaurant, tu demandes un jus de fruits, c'est impossible de l'avoir. C'est les produits chimiques là. Et c'est un truc qui me reste de travers parce que je sais que derrière, il y a les problèmes de santé qui sont en train de s'aggraver. Et en tant qu'artiste, je fais des œuvres toujours engagées dans ce sens-là aussi. Et aujourd'hui, mon combat est de quitter un peu, pas de quitter totalement, mais de faire un pas de plus, aller dans l'industrie. Et par rapport à ça, j'aimerais pouvoir vous proposer aussi, au niveau de votre réseau par exemple, d'inciter les femmes que vous avez autour de vous à penser industrie. C'est très, très important parce que ça fait partie des choses qui mettent aujourd'hui encore l'Afrique en arrière. Donc, à côté de la restauration, parce que je le faisais aussi pour à la fois bien comprendre certaines choses. Vous savez qu'aujourd'hui, tout développement se fait grâce à la culture et la culture, c'est un domaine très, très large. Donc, et par rapport à ça, que ce soit nos produits alimentaires, que ce soit comment dirais-je, disons que voilà, on a un vivier énorme. Et moi, aujourd'hui, je suis en train de me lancer à la fois dans le cosmétique, à partir de mon village. C'est-à-dire que je prends les fruits, les légumes, les épices, voilà, de mon village pour faire des parfums, pour me projeter à faire également des laits de corps, ainsi de suite. Et c'est dans ce sens-là que les femmes, par exemple, les jeunes filles qu'on doit sortir un peu, qui ont quitté le système classique d'école, on peut les aider également dans ce sens-là. Donc, à côté de ça, je voudrais apporter une formation aux personnes qui auront besoin justement comment dirais-je d'aller vers ce côté industriel là. Donc je pense qu'une seule personne ne peut pas porter ce poids et que c'est merveilleux que nous soyons nombreuses vraiment à passer le message pour que les femmes africaines soient encore plus fortes. Merci. Sur la transformation du manioc. Donc voilà. Donc je pense que ça reste effectivement une préoccupation.
On sait que, et j'en ai parlé dans mon exposé liminaire là, on sait que les femmes dans nos villages sont celles, et d'ailleurs pour avoir travaillé un peu à l'OCPV, sont celles qui sont dans les plantations en train de faire nos cultures en fait, la culture vivrière, la banane, etc., etc. Et ce serait bien que on puisse les accompagner à faire le pas supplémentaire qui est la transformation, la présentation des produits et la mise à niveau de qualité des exigences requises. Donc effectivement, il y a toutes ces problématiques-là effectivement qui ont besoin d'être discutées et d'être prises en charge. Et la question de la nutrition, bon, je ne vais pas commencer à devenir macho, mais je vais dire, à force de dire que la nutrition, l'alimentation des enfants, c'est notre domaine réservé, entre guillemets, je pense qu'on doit être aussi les premières à être sensibilisées à ça. Et la question des fruits, c'est toujours un casse-tête chinois. On peut avoir des périodes où on a plein de fruits dans les plantations et puis voilà, ça pourrit alors que peut-être que on pourrait faire de la transformation au moins de premier niveau à notre dans nos voilà sur place. Oui, alors, excusez-moi s'il vous plaît, mais je suis quand même architecte, polytechnicienne, expert en industrie. Ça veut dire qu'on peut pas parler d'industrie. Je peux pas laisser passer cela. Ça, c'est la semi-industrie, semi-artisanat. Et il y a une question qui se pose. C'est pour ça que au départ, lorsque nous avons travaillé, je demandais à nos illustres grandes dames quel était le contexte en fait de ce travail. Est-il associatif? Est-il professionnel? Et relève-t-il de l'ingénierie, de l'intelligence? Parce qu'en fait, lorsque l'on parle de leadership, moi je m'occupe du leadership économique et des marchés émergents. Lorsque l'on voit ces transformations, on ne peut pas s'adresser aux littéraires. Il s'agit de technologues. Je suis d'abord technologue. Lorsque l'on a parlé de la lutte contre le paludisme, on a appelé tout le monde, sauf les technologues, sauf les experts. Alors, mesdames, peut-être que le tissu associatif et les réseaux ont aujourd'hui un autre défi, celui en fait, d'inviter les experts. Parce que qui plus qu'un expert, un concepteur pourrait permettre d'étudier d'abord les anthropologies économiques et ensuite donc les adapter pour pouvoir innover. La question, je pense, la question est là. Oui, l'industrie, mais en s'ouvrant. Oui, l'industrie, mais avec la communication, sachant par ailleurs que les femmes utilisent le cosmétique, c'est de l'industrie, c'est de la micro-industrie. Et si elles étaient déjà conscientes de cela, de l'impact de cette micro-industrie, ça veut dire aussi qu'il s'agit d'investissement. Parler industrie, c'est parler investissement. Quel est en fait leur éveil par rapport à l'investissement, par rapport à la finance? Ce n'est pas simplement l'histoire des banques, mais cela incombe aussi à ce leadership-là. Alors, allons-nous parler simplement, quand nous disons seconde chance, il n'y a pas que, quand on parle de zones rurales, il y a les cités agraires, il y a le fait que beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG vont implanter, par exemple, des puits dans les villages. Mais et ils ont des trophées. Seulement, voyez-vous, c'est encore du travail que vous allez chercher de l'eau dans ce puits. Seulement, considérant que dans ce village, il y a des maçons, qu'est-ce que ça coûte de pouvoir mettre des canalisations de telle manière que ces villages aient des robinets et que ces villages aient de la lumière? Ça, en industrie, ça, ce geste-là, c'est le commutateur. C'est un geste. Ça, c'est le robinet. Ce geste-là est révolutionnaire. Et donc, parler de défis, pour vous, mesdames, c'est ça. C'est quelle impulsion en termes d'innovation. Oui, les femmes rurales, mais il y a les gentle farmers, il y a les ladies farmers. Quels sont leurs comment est-ce qu'elles se déplacent? Comment est-ce qu'ils se salarient? Ça pourrait être de nouvelles villes. C'est parler aux politiciens. Je suis aussi une femme politique, conseiller national au LR depuis une dizaine d'années. Quel est, en fait, dans l'intelligence politique, il y a aussi cela. Quel nouveau langage en politique? Au niveau, aujourd'hui, les grandes campagnes vont commencer présidentielles. C'est voir aussi ce leadership-là, l'impact de ces réseaux de femmes leaders quant à la donne présidentielle, quant aux nations, quant au nouveau regard. Comment redessiner les contours économiques, oui, technologiques, oui, industriels, oui, éducationnels, pas artisanal.
pas rural, mais au regard en fait de ce futur à venir. Merci. Se positionner aujourd'hui pour pouvoir s'exprimer et prendre des décisions au niveau sociétal. Donc c'est ce que je veux apporter. C'est ce que je vais apporter à AFIP. Je vais bouger les lignes un peu. Je vous cache pas que je vais bouger les lignes. Voilà. Donc et là, c'est vrai que nous avons une responsabilité de pouvoir apporter à notre pays tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir nous développer. Nous avons toutes les solutions. Soyons courageuses. Allons-y. Moi, je n'ai pas peur. Je dis ce que je pense. Et aujourd'hui, nous sommes capables de mettre en place des méthodes, des modèles pour que ça fonctionne. Ce qu'elles font sur le terrain, surtout les femmes leaders. Tout simplement parce que j'étais à Abidjan il y a seulement 2 mois et j'ai fait la connaissance de la FIP. J'avoue que j'ai un projet, c'est de rentrer chez moi et de pouvoir me lancer. Et donc pour cela, j'ai participé à 2 réunions. Et je vous dis tout simplement qu'aujourd'hui, je suis gonflée à bloc parce que... C'est vrai, la FIP m'a... Comment je pourrais dire? Désolée, c'est la première fois que je prends la parole en public, donc je peux partir un peu partout. Ben voilà, mais c'est tout simplement pour vous dire que c'est l'initiative AFIP, c'est une très bonne initiative de pouvoir permettre à la femme africaine de pouvoir se valoriser à travers son travail et de permettre à la femme africaine, surtout celles qui sont dans des milieux peut-être le plus défavorisés, de pouvoir avoir une chance. Et ça, c'est énormément important. Et donc, juste vous dire merci et que je serai bientôt à Abidjan, définitivement avec la FIP. Bon. Dieu de nous avoir emmené Prési Mboua à la tête de AFIP International. Parce que, en plus d'être afipienne, je suis adalienne parce que je suis une ancienne élève du lycée jeune fille de Bingerville. Et effectivement, je suis un produit pur de la seconde chance. Moi, j'ai quitté l'école, pas parce que j'étais nulle. Elle peut aller se renseigner avec notre directrice, elle verra tout ce qui se passait. Mais j'ai quitté l'école parce que je n'avais pas, donc pas de moyens. Je ne m'entendais pas du tout avec ma mère. Je suis allée à l'école, je ne suis plus jamais rentrée jusqu'à ce que je me marie. Donc, j'ai quitté l'école parce que je n'avais personne pour m'aider à continuer. Et je me suis fait toute seule dans la rue, mais avec mon caractère, j'ai réussi à avancer. Et quand je suis arrivée ici en France, effectivement, moi, je suis un peu polyvalente. J'ai été vendeuse, première vendeuse. Et quand je suis tombée enceinte, effectivement, je n'avais personne pour garder mes enfants parce que j'habitais un petit village dans les Yvelines. Et ce que j'ai fait, j'ai trouvé pas mal d'Ivoiriennes qui venaient travailler là-bas. Et quand elles me disaient leur salaire, mais j'étais effarée. Je voyais des grosses maisons. Et puis, on leur donnait peut-être 800 €. Elles travaillaient toute la journée. Je leur ai dit, mais je ne comprends pas. En France, le secteur des nounous et tout, c'est les Ivoiriennes qui ont... Moi, quand je me suis un peu renseignée, c'était le secteur des Ivoiriennes. Aide-soignante, c'était les Camerounaises. Maître-chien, c'était nous, les Ivoiriens. Mais on a perdu notre monopole. OK, moi, ce que je vais faire, je vais relancer la machine. Et moi, j'ai quitté mon boulot, j'ai accouché et je gardais mes enfants. Et je suis devenue assistante maternelle pour pouvoir garder les mamans des autres. Et je leur ai dit, je vais gagner de l'argent en gardant mes enfants. Et du coup, j'ai commencé à revenir les dames un peu pour essayer de leur faire comprendre que travailler chez les particuliers, elles peuvent gagner un peu plus. Mais moi, je le faisais, mais bénévolement. Je n'ai rien fait, mais j'ai aidé les dames à restructurer le contrat, à bien faire. Mais je ne savais pas que je pouvais créer, comment on appelle ça, un syndicat et puis rendre ça... Mais moi, je le faisais comme à l'africaine, quoi. Et du coup, j'ai aussi régulé le métier d'assistante maternelle. Avant, les assistantes maternelles travaillaient plusieurs heures et j'ai salué la venue de Nicolas Sarkozy parce que c'est lui qui nous a donné tout ce qu'on a eu après. Et moi, dans mon village, j'ai fait comme c'était la petite école maternelle, mais à la maison. Et du coup, au niveau de la mairie, dès qu'on demande une assistante maternelle, j'étais devenue la référente. Et j'ai vu ça, je suis retournée en Afrique avec mes enfants. J'ai vu que là-bas, c'était le même problème. Et moi, quand j'arrivais en Côte d'Ivoire, les dames se moquaient de moi parce que j'ai épousé un blanc, mais je suis nounou.
Et je leur ai montré que par A plus B, que la nounou, on peut dire que c'est la nounou qui vous donne votre salaire. Parce que vous n'avez personne pour garder votre enfant. Comment vous faites pour aller travailler? Donc, je suis fière d'être nounou. Je suis fière de te donner un boulot et un salaire. Et à partir de là, je me suis dit, bon, j'allais m'organiser et puis essayer de former les filles sur place. J'ai fait mon projet, mais comme d'habitude, à la manière africaine. Et je n'ai pas mis le projet, je n'ai pas fait de business plan et tout. J'ai voulu aller le faire sur le tas, mais j'ai rencontré pas mal de projets. Et quand je suis partie de l'AFIP, je ne regardais plus AFIP parce que j'étais fâchée. Mais quand j'ai vu Seconde Chance, je me suis dit, je vais revenir et mettre le document sur pied. Et puis pourquoi pas ne pas essayer AFIP à le mettre sur place. Là, je suis... C'est important. Oui, c'est important. C'est important parce qu'il y a un problème d'ailleurs de garde des enfants. Tout à fait. En Côte d'Ivoire. Voilà. S'il n'y avait pas du tout avant. Voilà. Donc, il y a de la structuration. Voilà. Et moi, je peux, puisque maintenant j'accueille des petites filles qui veulent devenir assistantes maternelles, donc je peux me dire que je suis formatrice. Donc pourquoi ne pas apporter cette petite expertise, même si c'est au bas de l'échelle, avec l'AFIP et puis mettre le projet sur place. Donc Prési, ce secteur-là me concerne, donc je reviens. Que les femmes pourront ce secteur-là pour permettre aux familles justement d'avoir des gardes d'enfants, mais aussi avec des salaires qui soient décents. En fait, on a une problématique sur... Je rebondis sur les travailler. Eux, quand ils ont une nounou, la nounou vit tout avec eux. C'est ça. Et en général, les gens qui emploient les petites nounous, là, ce n'est pas les gens les plus riches, hein. C'est la classe moyenne. Tout à fait. C'est culturel. Quelqu'un de donner 60 000 francs à une nounou. Non. Elle va payer les charges patronales. Et la nounou va avoir 60 000 francs. Mais la dame qui donne les 60 000, elle-même, elle gagne combien? 80 000. Comment elle fait pour payer? Donc, on est tenté de travailler là-dessus pour essayer de négocier, pour voir comment, puisqu'ils oublient le côté de nature, puisque les filles dorment sur place. Elles ont le petit déjeuner, elles sont logées. Et ça, on ne prend pas en compte. Ici, en France, quand on a fait des réunions avec le patronat, les assistantes maternelles et nous. Et ça aussi, ça pèse dans la balance. Ici, une fille qui va travailler au domicile de quelqu'un, quand tu vas sur place, si tu manges là-bas, c'est 4 euros. La nounou paye 4 euros. C'est comme ça. Voilà, ça c'est des avantages en nature. Donc tout ça devait rentrer en ligne de compte. Sauf qu'ils sont partis, ils n'ont pas travaillé le problème dans le fond. Ils nous ont sorti une loi et on nous a demandé de payer les nounous au SMIC. Même quand je vais en Côte d'Ivoire, je demande le salaire brut de la nounou. C'est combien? Ils ne savent même pas te le dire. Donc comment on fait pour payer quelqu'un aux choses? Moi je veux bien payer, mais après, quand la nounou part, comment je fais pour ne plus cotiser? Parce que quand vous cotisez, hein. Et ils ne savent pas quand ça s'arrête. Et ça, il y a cette problématique aussi. Donc il faudra qu'ils aillent un peu, tout doucement, faire le copier-coller. Ça ne marche pas. Non, mais c'est plus du copier-coller. Voilà, tout à fait. Donc, je vous remercie. Je pense que c'est un débat. Bagou, donc juriste dans toutes les problématiques de lutte anti-blanchiment, délinquance financière. Et je suis très contente de participer à cet événement. Je ne connaissais pas AFIP. J'ai été invitée par Kadi Cissé, la présidente Côte d'Ivoire, qui est une grande sœur à moi. Et je voulais insister sur le volet de la détection dont vous aviez parlé au début, parce que je trouve que c'est un volet aujourd'hui qui est très peu exploité. Je pense que je suis peut-être la plus jeune parmi vous, qui êtes des femmes, des mères accomplies, des professionnels, qui êtes peut-être venues dans ce genre d'initiative un peu sur le tas, contrairement à peut-être, je dirais, ma génération, où de plus en plus on essaie de se mettre dans le bain plus jeune. Et j'aimerais vraiment qu'au niveau de l'AFIP, on se concentre sur ce volet-là, entre autres. Aller à la rencontre des jeunes filles, leur proposer des modèles, des parcours, des alternatives. Parce qu'aujourd'hui, nos stars en crime, c'est les chanteuses, les actrices, les personnes de médias. Et on oublie aussi qu'il y a des femmes, des têtes. J'ai vu dans l'un des magazines des femmes chercheuses, je trouve que ce sont de très beaux modèles qu'on devrait essayer de communiquer aux jeunes filles, mais surtout aller les prendre par la main. La dame disait tout à l'heure qu'elle n'a pas continué ses études parce qu'elle n'avait pas le soutien derrière. Et je trouve que c'est une dimension qui est très importante. Il faut pouvoir encourager les jeunes filles,
leur apporter, je dirais peut-être du mentorat ou du coaching, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vraiment essayer de leur donner confiance en leurs capacités et permettre qu'elles puissent se révéler, qu'elles puissent s'épanouir, que ce soit au milieu rural qu'en milieu urbain, à Abidjan, dans les lycées. Il y a plein de jeunes filles qui ont des potentialités et tout, mais les conditions de vie, ce genre de choses font que on a plein de talents inexploités, des talents gâchés. Et donc, je trouve que c'est aussi quelque chose à développer parce que le leadership, ça ne se décrète pas. C'est pas une histoire de 2-3 ans. C'est, je dirais, dans ce que vous faites, c'est de la formation de l'humain, c'est un cheminement. C'est une éducation en tant que telle qui fait qu'une personne devient leader demain. Donc, je trouve que c'est un angle aussi à exploiter. Voilà, merci. Qui puisse avoir, comme ça se fait ici, présenter des rôles modèles, des réussites à ces jeunes filles, des relais et tout, tout à fait. Et je disais même que, comme ça se fait là, le mentorat, c'est-à-dire toutes ces jeunes filles aujourd'hui qui ont quitté le système scolaire, qu'on peut dire normal, que ces jeunes filles puissent avoir, à la limite, des marraines en Côte d'Ivoire qui ont réussi leur vie, qui les accompagnent sur le chemin et puis qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et qu'on peut partir du bas de l'échelle à aller plus haut. Je pense que c'est très important aujourd'hui d'avoir cette dimension qu'on a déjà au sein de AFIP. Oui, ça a toujours été dire à une fille que c'est une histoire de classe sociale. Hein. Moi, je suis leader depuis l'âge de 12 ans. Mes frères aussi. Donc, mais c'est quand même, il faudrait accepter que les Africains acceptent l'histoire de standing social. Il faut voilà. Ça veut dire que, oui, ça veut dire qu'en fait, dans ce travail de leadership féminin, quelle nouvelle classe sociétale pensez-vous impulser dans ce sens-là, tenant compte des classes rurales et autres? Hein, voilà, oui, oui. Donc c'est de l'anthropologie économique. Le volet dont vous avez parlé, de toute manière, on va soumettre. AFIP a été au début un petit truc. Donc maintenant qu'il y a une nouvelle direction, on va essayer de soumettre des projets, voilà, et on va avancer. C'est pas seulement voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et il y a Prudence qui m'a chargé de 2 questions pour la prési. Donc elle a demandé votre date de retour, ça c'est un peu en nous, et elle a demandé qu'offrait concrètement comme opportunité aux femmes qui voulaient entreprendre. Et la deuxième question, est-ce que dans le projet AFIP, il y a l'aide apportée au projet associatif? C'est les 2 questions qu'elle a posées. Merci. Bon. Que AFIP pense un peu numérique. 2020. Si, on a tout un programme qu'on avait présenté de digitalisation. On va approfondir et puis on va aller plus loin. Mais encore une fois, merci d'être venu et merci d'être revenu à l'AFIP. On a besoin de toutes les forces vives pour pouvoir monter ces projets-là et puis les réaliser pour les autres, mais aussi pour notre propre bien. Je pense qu'il y va du développement de tout un chacun. Merci. Et avant de partir, c'est pas un appel que je lance, mais aujourd'hui, je voudrais que nous mettions sur place un club AFIP, c'est-à-dire un club de levée de fonds. C'est-à-dire aujourd'hui, on a parlé de soutien à toutes ces femmes qui ont des projets, mais je voudrais franchement aujourd'hui, avec tous ceux qui sont là, qu'on puisse créer un club AFIP, un club de levée de fonds pour toutes ces femmes qui entreprennent et qui ont vraiment besoin de pouvoir soutenir leurs projets. Permettez-moi. Vous savez, il y a quelqu'un au bout là-bas. C'est une de mes filles aussi, c'est Maître Marie-Paul Babli. Pourquoi j'en parle? Je voudrais dire que chaque personne ici dirige une entreprise. C'est pour ça que j'ose prendre le micro, pas pour te contrarier, mais pour dire qu'en fait, en lançant un appel, il faudrait lancer un appel aux structures, parce que nous nous trouvons dans le cadre d'AFIP et de l'école de la médiation. Mais ici, tout le monde étant patron ou président, c'est pas individuel. En fait, ils ont chacun un monde avec lui, une structure. Peut-être c'est comme ça qu'il faudrait... voilà, un club d'entreprise, tu vois, ce serait bien. Voilà, c'est tout. D'accord. Bon, j'ai lancé l'appel
Et là, j'ai pris tous vos contacts. Je vais vous envoyer des mails. Et puis, on aura l'occasion de discuter ou de créer un groupe WhatsApp pour pouvoir donner la suite à cet événement, que vous sachiez tout ce qui se passe, toutes les actions concrètes qui vont être mises sur pied après cet accord. Et vraiment, je vous remercie énormément. Et comme on le dit chez nous, on va arroser ça quand même, la bénédiction. Il y a juste derrière, il y a un petit cocktail qui est offert. Et vraiment, merci énormément.